En 2020, en France, le marché de l'industrie culturelle pesait 781 millions d'euros, celui du cinéma 1,5 milliard et celui du jeu vidéo 5,6 milliards. Le poids économique de ces industries est engendré notamment par une valorisation symbolique de leurs produits et de leur idéologie. Ces industries sont regroupées sous l'appellation d'industrie culturelle et créative. Selon Bernard Miège, c'est le capitalisme qui cherche à développer d'autres formes de valorisation pour obtenir davantage de bénéfices. La notion d'industrie culturelle naît tout d'abord au singulier. Dès les années 50, l'école de Francfort, représentée alors par Max Horkheimer et Theodor Adorno, développe une critique de l'industrie culturelle. Ces philosophes remettent en cause la reproduction de masse, la standardisation et l'uniformisation des produits culturels de l'époque, comme la télévision. Et ce n'est qu'à la fin des années 1970 que la notion d'industrie culturelle au pluriel émerge. Elle englobe l'ensemble du processus culturel, de sa conception à sa consommation. L'industrialisation de ces biens n'est alors plus remise en cause. La pensée est moins critique qu'auparavant. Puis, dans les années 1990, la notion s'élargit à nouveau vers le concept d'industrie culturelle et créative. Cette nouvelle idéologie émerge avec l'essor du numérique. Mais la différence est plus complexe. Les deux termes sont différents dans leur construction, leur contenu et aussi leur compréhension. Donc moi, je serais bien en peine de donner une différence ou la différence entre industrie culturelle et industrie culturelle au pluriel. Si on prend quand même une des théorisations principales, c'est-à-dire l'école de Francfort, heu, toute la problématique, c'est sur effectivement les conditions de production, hein, puisque c'est un ancrage, marxien, et donc c'est considérer, quels sont les systèmes de production, à l'œuvre, les structures de production dans lesquelles s'inscrivent, les objets concernés. Et si on part de là, il n'y a pas nécessairement de différence puisque toute la question, c'est la question industrielle, donc produite par une structure économique et sociale, capitaliste et donc qui, dévoie, le prolétariat quoi, hein, pour aller très vite et pour caricaturer un peu. Les industries culturelles et créatives peuvent être définies par plusieurs caractéristiques. La première, c'est la flexibilisation du travail. En effet, les ICC se caractérisent généralement par une organisation du travail par projet, une tendance à l'externalisation et un travail en réseau. Le salariat est très peu répandu dans ces industries qui poussent à l'auto-entrepreneuriat. La deuxième caractéristique, c'est l'individualisation, qui est une conséquence directe de l'organisation du travail par projet. La sphère privée et la sphère professionnelle se confondent. Éric Georges évoque notamment un investissement illimité de soi et une course à la productivité. La troisième caractéristique est l'innovation. Un rapport britannique du DCMS stipule que dans les secteurs créatifs, 52% du chiffre d'affaires réalisé le serait grâce à des produits nouveaux ou améliorés. Ce taux ne serait que de 40% dans les autres secteurs. Et enfin, la quatrième caractéristique est l'interdépendance entre les entreprises. C'est notamment une conséquence de l'organisation en réseau des organisations. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on voit bien que c'est pas propre aux industries culturelles et créatives, puisque, typiquement Uber, enfin ou alors si un livreur Uber, il est dans les ICC, il y a rien qui n'est pas dans les ICC. Donc ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un discours, managérial, c'est un discours de consulting, de think tank, pour, sous couvert de mettre en valeur, une frange plutôt diplômée, de travailleurs et les pousser à, l'auto-entrepreneuriat, en fait, proposer un modèle, global de société, d'où le salariat disparaîtrait et d'où aussi les protections sociales disparaîtraient, d'où en fait le collectif disparaîtrait au maximum possible. La notion des ICC reste floue et englobe un nombre important de secteurs très hétérogènes. De la musique à la mode de luxe en passant par la gastronomie, les ICC sont vastes. On voit bien qu'au fur et à mesure de l'histoire, il y a des discussions pour savoir si telle chose rentre dans les industries culturelles ou pas. Je pense aux jeux vidéo, par exemple. Aujourd'hui, on les met dans les industries culturelles, mais en fait, c'est comme c'était assez récent, ça a été aussi des industries culturelles et créatives, et plutôt du côté créatif que culturel. La notion d'industrie culturelle et créative permet plus de saisir une idéologie globale. On insiste par exemple à une culturisation des marques. Les entreprises du GAFAM comme Apple proposent des services culturels, notamment sur iTunes ou l'App Store, bien qu'à la base, l'entreprise commercialisait exclusivement des produits électroniques. Finalement, la notion d'industrie culturelle et créative est le reflet de l'idéologie capitaliste. Ces industries créent du profit en développant des valeurs plus symboliques que fonctionnelles. Alors, faire la différence entre culturel et créatif, si c'est nécessaire, bon,
Tout le problème, c'est que, d'un point de vue théorique, ça tient pas tellement, hein. C'est des termes ça a été déjà démontré, hein, par, le PC, hein, l'économie politique de la communication, comme, Philippe Bouquillon, Bernard Miège, Gaëtan Tremblay, Pierre Meuglin, et d'autres, que c'est des constructions discursives, cette histoire d'ICC, d'industrie culturelle et créative, mais que ça se fonde pas sur grand chose de défendable d'un point de vue, analytique. Parce que, autant c'est un modèle, on voit bien à quel point ça correspond à un modèle économique, d'ubérisation, de précarisation, d'atomisation du travail, hein, et donc en fait, une plus grande soumission au grand capital. C'est un peu le principe. Alors sous couvert de faire des smart cities, de libérer les talents, c'est toujours un peu les mêmes discours, mais en gros, c'est ça. Donc du coup, voilà, d'un point de vue théorique, ça ne tient pas du tout là, de séparer ou même d'utiliser ces termes-là, d'utiliser ces notions-là. Ce sont des notions qui sont avant tout, marketing, j'ai envie de dire un marketing, sociopolitique, hein, pour faire, accepter à au moins une partie de la population, le néolibéralisme et un remaniement, de l'économie qui va vers la plus grande précarité, quoi, voilà, tout simplement, quoi, et la plus grande, encore une fois, concentration des moyens. On voit bien avec les GAFAM, dans lesquels on peut mettre en fait d'autres, boîtes, je pense à Musk par exemple, ce genre de choses, hein, qui fonctionnent en fait, sont avec les mêmes idéologies, d'ailleurs qui viennent à peu près du mêmes endroits et qui sont à peu près de la même génération que ça. Il y a une histoire aussi à faire de cette idéologie-là. Des notions d'industrie culturelle et créative, elles ont été vraiment produites, construites et diffusées, encore une fois, Bouquillon le montre très bien, à travers, des institutions supranationales, des systèmes de think tank, de rapports, d'experts ou soi-disant experts, de consulting, de tout ce qu'on veut. Ce qu'il faut retenir, c'est que les industries culturelles et créatives sont une notion ayant suivi l'évolution de la société. Au départ, notion critique par le biais de l'industrie culturelle, elle est désormais le symbole du capitalisme et de l'ubérisation de la société.